Nous allons voir ici les préférences de Photoshop CS5, en tout cas ce qui a changé vraiment par rapport à CS4. Alors on va aller dans Photoshop préférences, vous allez dans édition préférences si vous êtes sur PC. La première chose qui a véritablement changé, c'est au niveau de la gestion des préférences sur la mémoire et en particulier la mémoire vive de la carte vidéo. Vous savez que maintenant l'interface de Photoshop est accélérée avec la mémoire de la carte vidéo, c'est-à-dire en tirant parti des possibilités de calcul 3D. Donc l'utilisation de la mémoire et les disques de travail, ça n'a pas bougé. Par contre, maintenant, on a la possibilité de demander à Photoshop CS5 d'optimiser le niveau de cache en fonction de notre performance, enfin de la performance de la machine sur laquelle on travaille. Donc en fait, le cache, c'est ce qui permet d'activer l'affichage rapide du travail lorsque l'on coulisse par exemple avec le zoom ou avec la main. Donc si le cache est mal géré, vous pouvez avoir un taux de rafraîchissement de votre travail au niveau de l'interface qui n'est pas celui que vous espérez. Donc ça marche pour l'interface globale, c'est-à-dire l'image que vous voyez à l'écran, mais aussi sur l'histogramme. Donc par exemple, en fonction de la taille de l'image et du nombre de calques, on n'utilise pas le même niveau de cache. Donc pour les images qui sont très grandes et qui ont peu de calques, on va utiliser beaucoup de niveaux de cache. Alors que pour les images qui sont plus petites et où vous avez beaucoup de calques, là par contre on utilisera moins de niveaux de cache. Donc en fait ce qu'on peut demander à Photoshop, c'est d'optimiser en fonction de notre machine. Ici on peut choisir OF1, par défaut et grand et plat. Donc grand et plat c'est pour les documents volumineux, donc avec peu de calques. Par exemple si vous travaillez avec Lightroom et que vous ouvrez des photos et que vous les retouchez en 16 bits dans Photoshop, donc non seulement le document est grand en taille, il est grand en poids, mais il y a peu de chances que vous ayez beaucoup de calques puisqu'en retouche photo, on fait déjà beaucoup de choses dans Lightroom ou dans Camera Raw et du coup on ne rajoute que quelques petites choses dans Photoshop. Par contre, si par exemple vous travaillez en web design, évidemment les images sont plus petites puisque les maquettes web dépassent rarement 1200 pixels de large, mais par contre il est très probable que vous ayez beaucoup de calques puisqu'on va gérer les puces, les boutons, le graphisme, etc. Donc on se retrouve souvent en web design avec beaucoup de calques. Donc dans ce cas-là, on cliquera sur OF1 pour avoir un faible nombre de caches. Donc ça c'est une nouveauté. On peut choisir la taille de la mosaïque du cache. Vous savez, dans les documents qui sont très volumineux, c'est les carrés que l'on voit en fait lorsque l'on fait un zoom et que la machine a du mal à afficher. Donc là vous pouvez régler en fait la taille de la mosaïque du cache. Il vaut mieux laisser Photoshop en fait le gérer, puisqu'en fait ces données-là sont stockées et traitées simultanément par Photoshop. Donc il vaut mieux en fait avoir un bon réglage, sinon vous allez vraiment atteindre la façon dont vous travaillez avec Photoshop. Ensuite, au niveau des paramètres GPU, évidemment on va activer le dessin OpenGL pour pouvoir avoir les options de rotation d'une canevas par exemple, qui sont une nouveauté de CS4 et qui sont bien entendu toujours présentes dans CS5. On a cette option paramètres avancés qui permet encore une fois Photoshop de laisser lui-même choisir les options. Donc standard, c'est si jamais vous avez des problèmes avec votre carte graphique, si vous avez des petits éclats d'affichage, c'est-à-dire s'il y a des petits bugs, ce qu'on appelle des artefacts, ça peut vouloir venir d'un problème de carte 3D, donc on met en mode standard. En mode normal, on va tirer un peu plus parti des capacités OpenGL de la carte vidéo, et en mode avancé, on va vraiment tirer parti totalement de la mémoire GPU, mais ça peut poser des problèmes au niveau du dessin. Donc si vous avez des imprécisions, des petits bugs d'affichage, il faut reculer d'un cran et passer par exemple de avancé à normal. Si vous voulez prendre aucun risque, vous mettez en mode normal, c'est-à-dire le mode par défaut. Donc là, ça dépend vraiment au niveau du cache et de la gestion de la mémoire. Ça dépend vraiment des documents sur lesquels vous travaillez. Dans tous les cas, sachez que les modifications que vous allez opérer ici ne seront prises en compte qu'au prochain démarrage de Photoshop. Donc là, j'ai modifié mon niveau de cache par exemple pour une utilisation web design avec des niveaux de cache inférieurs. Et ça ne sera actif que lorsque je redémarrerai Photoshop CS5. Donc là, on va prendre par exemple la deuxième option nouvelle de Photoshop CS5 dans les préférences, c'est un onglet 3D, enfin en tout cas une section 3D. Vous pouvez choisir la quantité de mémoire puisque la fonction 3D utilise la mémoire de la carte vidéo, donc vous pouvez choisir sa quantité. Ici sur un MacBook Pro avec 512 Go de RAM, il y en a 452 disponibles pour Photoshop, le reste étant utilisé par l'interface de Snow Leopard. Donc à vous de choisir combien vous voulez en dédier. Au niveau du rendu interactif, c'est tout simplement la méthode de rendu qui sera utilisée lorsque vous allez manipuler des objets dans l'espace 3D de Photoshop CS5. Donc il faut faire attention. Par défaut, vous êtes en mode OpenGL, qui est en fait le mode accéléré 3D, mais qui a un niveau de rendu inférieur. Par contre, si vous utilisez le lancer de rayon, vous aurez évidemment une meilleure qualité, avec des interactions entre les objets 3D au niveau de la lumière, mais par contre, ça va demander vraiment un énorme calcul à la carte vidéo de pouvoir manipuler du ray tracing en temps réel, et c'est plutôt déconseillé pour le moment puisque en tout cas sur la machine sur laquelle j'enregistre, à savoir un MacBook Pro de dernière génération
au printemps 2010, ben, c'est déjà encore trop lourd. Donc il faudra sûrement attendre d'avoir des cartes 3D vraiment professionnelles. Donc si vous êtes travaillé sur des mémoires, sur des cartes 3D avec de la mémoire pro, genre carte Quadro ou autre, vous pouvez, je pense, activer le lancer de rayon, mais bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment intérêt à l'utiliser dans le rendu interactif. Vous pouvez bien entendu faire un rendu en lancer de rayon une fois que vous avez fini votre travail, mais manipuler en permanence un objet en ray tracing, c'est, je pense, un petit peu superflu, mais bon, si vous changez d'avis, vous pouvez le changer ici. On a ensuite toutes les options au niveau du plan au sol, puisqu'on peut maintenant poser un plan au sol pour avoir une vue de la perspective par rapport aux objets et par rapport à un sol. Vous avez toutes les incrustations 3D, choisir en fait les couleurs au niveau des overlays pour savoir comment vous manipulez vos éléments. Par exemple, la couleur de filet, ce sera du cyan, la couleur du shader de la matière, ce sera en violet, etc. Vous avez le seuil de qualité du lancer de rayon. Donc ça, c'est pour définir en fait la qualité du rendu lorsque vous allez activer le lancer de rayon. Et vous avez enfin le chargement des fichiers 3D, où vous pouvez définir la limite des sources d'éclairage actives. Si vous avez un fichier 3D avec 30 lumières, vous pouvez poser une limite pour ne pas charger des objets qui soient trop lourds. Donc ça, voilà, c'est un panneau entièrement nouveau à CS5, même si dans Photoshop CS4, les options de 3D étaient déjà disponibles. On a fait vraiment un vrai panneau de préférence dédié à la 3D dans Photoshop CS5. Pour le reste, il n'y a pas grand chose qui a changé. Donc c'est vraiment les deux points importants, les performances et la gestion du GPU, et ensuite la 3D là aussi associée avec les performances du GPU.